Je ne sais pas si on peut considérer la droite globalement. Il y a quand même un certain nombre d'écoles. Oui, il y a de les droites en France. Je vous rappelle d'ailleurs un ouvrage très important qui vient de paraître, réédition complétée, René Raymond, Les droites en France. Oui. Alors, René Raymond, comme chacun sait, distingue, et son travail est extrêmement intéressant car il les voit ressurgir sous des noms différents à différentes périodes de l'histoire de France, distingue trois courants fondamentaux: les légitimistes, qui ont ressurgi, si vous voulez, avec l'Action française et Vichy, les orléanistes, la bourgeoisie financière et affairiste un peu, affairiste, qui est assez bien typifiée par le régime qui a disparu aux environs du 10 mai, et enfin le bonapartisme. Là, nous avons avec René Raymond une petite contestation, car pour moi, s'il y a des bonapartistes chez les gaullistes, le gaullisme ne se résume pas et ne se réduit pas au bonapartisme. Et dans la réédition, si j'ai bien compris, René Raymond prône la stabilité tout en reconnaissant qu'il y a peut-être quelque chose qui a changé. Eh bien, moi, je pense qu'il y a quand même une certaine exacerbation des droites en France, et particulièrement, peut-être, par les temps qui courent et dans les mois ou les années qui vont suivre. Car, malgré tout, on a vu la droite légitimiste avec l'intégrisme chrétien, avec l'OAS, avec la théorisation qu'il y a eu au moment de l'OAS d'un certain intégrisme à la fois nationaliste, religieux, militariste, etc., s'être en quelque sorte corsé par rapport au vieux légitimisme. On a vu l'orléanisme, sous Giscard d'Estaing, s'adosser ou se faire épauler, s'adosser à la nouvelle droite. Monsieur Debzy, juste une seconde. Vous permettez que je termine? Laissons terminer, monsieur Debzy. Vous avez une seconde. Giscard d'Estaing, c'est un libéral progressiste. C'est pas un libéral financier, affairiste, c'est pas tiers. C'est un libéral progressiste. Cette école de pensée, traditionnellement, le libéralisme n'était pas... Des regards qui ne sont pas totalement convaincus, mais enfin, monsieur Debzy, c'est un autre débat. Le libéralisme, traditionnellement, n'était pas une doctrine. Le libéralisme français n'était pas une doctrine, c'était une philosophie politique économique. Or, avec le courant, l'apport de la nouvelle droite et un certain nombre de recherches qui ont été faites dans les années passées, le libéralisme traditionnel français a eu tendance à, comment dirais-je, s'endoctriner et à se marquer beaucoup plus dans un sens militant de droite. Et enfin, hélas, l'évolution du gaullisme qui, par vagues successives, a vu la droite nationale le rejoindre par anticommunisme, par peur du rouge, par actuellement, vous le savez très bien, au RPR. Le RPR qui comporte aussi un certain nombre d'éléments aujourd'hui qui furent naguère au S, qui comporte un certain nombre d'éléments qui n'étaient pas loin de la nouvelle droite, puisque il dirigeait le club de l'horloge, pour ne citer personne. Le RPR a quand même tendance, même si Jacques Chirac pense que c'est astucieux de laisser faire ces choses-là, car, précisément, il empêchera l'extrême droite d'avoir son autonomie, n'est-ce pas? Je pense que le RPR, lui aussi, se muscle et se droitise. Et au groupuscule d'extrême droite, lié à une certaine philosophie allemande nietzschéenne qui n'était pas française, aujourd'hui se succèdent des droites françaises qui me paraissent beaucoup plus dangereuses. Et à une époque où, parce qu'il y a une alternance qui ne plaît pas à certains, on parle d'un régime qui ne saurait durer longtemps, ce qui m'étonne toujours. Car sous Giscard d'Estaing, je connais beaucoup d'opposants dont je faisais partie qui n'ont jamais pensé que Giscard d'Estaing s'en irait avant les 7 ans. Mais aujourd'hui, partout, on entend dire que ce régime, n'est-ce pas, il ne faut pas le laisser aller jusqu'au bout. Avec une dialectique pareille, il ne faudra pas s'étonner que la droite devienne une droite dangereuse et que des groupuscules ou des groupes comme celui dont on parle aujourd'hui et dont a fait partie mon voisin deviennent de nouveau des groupes extrêmement dangereux. Et je pense qu'il faut le Monsieur Debzy. Oui, on m'a demandé la parole aussi. Alors, Georges Souchon, vous êtes avocat à la Cour et vous m'avez demandé la parole. Oui, je me suis plus particulièrement intéressé au problème de la nouvelle droite et je voulais intervenir à propos des classifications du professeur Raymond.
qui ont certes leur mérite absolument incontestable comme clé explicative de l'évolution politique en France depuis le XIXe siècle. Je crois cependant que ces classifications sont dans une certaine mesure inadéquates s'il s'agit de répertorier ce que la grande presse a appelé à tort, à mon avis, la nouvelle droite. La nouvelle droite ne relève en effet ni de la droite légitimiste, elle est notamment antichrétienne, ni de la droite bonapartiste, ni de la droite orléaniste. L'origine intellectuelle de la nouvelle droite n'est d'ailleurs pas française. Et je crois que c'est le point le plus important qu'il convient de souligner. Et en cela, je partage l'inquiétude de M. Dabzi, dans la mesure où cette nouvelle droite, ce que la grande presse a appelé la nouvelle droite, serait susceptible de s'imposer sur les autres composantes traditionnelles de la droite en France. Car autant il est normal dans le cadre du débat démocratique, et dans le cadre notamment de l'alternance qui peut jouer dans un sens, mais dans l'autre, que des composantes se concurrencent et coexistent au sein de la droite, autant on ne peut que s'inquiéter de l'inspiration idéologique fondamentale de l'association Grèce et de la revue Nouvelle École, pour les nommer et pour être précis. Cette inspiration, elle est tout à fait précise, elle ne relève pas des inspirations classiques des trois droites que distingue le professeur René Raymond. Elle se trouve dans la raciologie nazie, développée par le professeur Hans Gunther, grand théoricien de l'école nordique en Allemagne. Et c'est auprès du professeur Gunther, avec lequel Alain de Benoît a entretenu une correspondance dès les années 1965-1966, et qu'il est allé rencontrer en Allemagne en 1968, peu de temps avant sa mort. C'est dans l'œuvre de Gunther que l'association Grèce et la revue Nouvelle École puisent leur inspiration fondamentale. Alors là, on peut être beaucoup plus inquiet parce que les moyens utilisés, notamment les moyens de travestissement de discours, sont habiles, sont efficaces et réussissent à surprendre, à abuser beaucoup de gens, dont certains peut-être ne demandent pas mieux que de se laisser abuser, mais en tout cas à abuser beaucoup de monde tout de même. Alors je crois que l'on peut partager sur ce point l'inquiétude de M. Dabzi. Bon. Merci Georges Souchon, je vous donnerai la parole. Oui, Madeleine Rebériou, vous vouliez intervenir aussi. Oui, à propos de la nouvelle droite, et pour confirmer ce que dit M. Souchon, et peut-être pour apporter un ou deux éléments complémentaires. Je crois que l'intérêt de l'analyse que nous pouvons faire de la nouvelle droite aujourd'hui, c'est de faire percevoir aux téléspectateurs qu'en réalité, dans une société comme la France, il ne peut pas y avoir de pratique sans discours de légitimation d'une manière ou d'une autre. Je ne dis pas par là que la nouvelle droite légitime explicitement les attentats. Elle ne fait pas cela. Mais elle développe un discours dont la finalité est de banaliser les pratiques de type fasciste et par conséquent de rendre tolérable dans la société dans laquelle nous vivons les violences de type fasciste. Et deuxièmement, pour répondre à une question que vous posiez tout à l'heure, Michel Pollack, ce qui est particulièrement frappant dans la démarche de la nouvelle droite, c'est la façon dont elle s'avance masquée. Elle dit rarement son fait. Même M. Alain de Benoît dispose d'un jeu de pseudonymes qui lui permettent de s'exprimer dans éléments sous le pseudonyme de Robert de Herth, autrefois Europe Action sous un autre pseudonyme, Arroge, aujourd'hui ailleurs sous le nom d'Alain de Benoît, etc. Il est éditorialiste au Figaro Magazine. Il est éditorialiste sous son nom. Au Figaro Magazine. Tout à fait, non, oui. Le Figaro Magazine étant très précisément une de ces feuilles qui permet à des thèses qui jusqu'à présent avaient une ampleur très limitée par leur écho, de disposer d'un vaste écho. La presse Hersan a été capable de créer un nouveau magazine et non seulement de donner au journal Le Figaro le visage non plus du journal de la droite modérée et disons orléaniste, pour parler comme René Raymond, mais le visage d'une droite musclée, et le Figaro Magazine est devenu alors le journal d'une droite plus que musclée, d'une droite qui se réclame de l'anti-égalitarisme, qui se réclame de l'antiféminisme, car tout le monde sait que la démocratie est un système de femmes, la démocratie est femelle, seuls les hommes détiennent la virilité et le pouvoir, par conséquent, de conduire les sociétés à leur plein épanouissement. Et enfin, les théories hostiles à la fois au christianisme, au judaïsme, à la Révolution française et au marxisme, avec un petit détour par l'américanisme, bien, qui déploie M. Alain de Benoît. Je voudrais dire encore autre chose, que le problème qui se pose, c'est de savoir pourquoi, à l'heure actuelle, pourquoi ces capacités de popularisation et pourquoi ces démarches d'avancée couvertes par un masque. Alors, à mon avis, la capacité de popularisation est liée à la crise économique dans laquelle nous sommes entrés.
Nous sommes entrés depuis 1974, il s'est trouvé que cela coïncidait avec l'avènement de M. Giscard d'Estaing. Bien, je ne dis pas qu'il y avait coïncidence, je ne dis pas qu'il y avait rapport de cause à effet, il y avait coïncidence chronologique. Nous sommes entrés dans une période dans laquelle, en France et dans d'autres sociétés, le pouvoir de l'État, le pouvoir officiellement proclamé par l'État, de redistribuer un certain nombre de revenus, de corriger, disons, les inégalités par trop extravagantes, pouvoir qui avait pu se déployer dans les sociétés dites libérales à l'époque de la croissance, bon, ce pouvoir est maintenant contesté. Il est contesté parce qu'en période de crise, la redistribution des revenus porte atteinte à ceux qui détiennent les revenus les plus élevés d'une façon qui n'est plus supportable à leurs yeux, pour leur statut et pour leur pouvoir. La mise en œuvre de la théorie de la nouvelle droite, son combat anti-égalitariste a exactement cette finalité. Et c'est dans ce cadre-là, et dans ce cadre historique à mon sens, et seulement dans ce cadre-là, que l'on peut comprendre non pas l'existence de la nouvelle droite, qui par son bavardage raciologique, ses allusions païennes, etc., se rattache à de vieilles traditions hitlériennes, nous y reviendrons sans doute tout à l'heure, mais l'écho qu'elle trouve en ce moment. Quant à sa pensée masquée, c'est une nécessité absolue, car un certain nombre de citoyens en France ne sont pas encore prêts à ce qu'on leur tienne publiquement ce discours. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de travailleurs qui écoutent votre émission et qui sont peu enthousiastes de voir récuser le système de sécurité sociale ou les garanties que le monde du travail avait conquises au cours d'un siècle de lutte. Alors, nous avons un peu bouclé une boucle étrange. Nous sommes partis du sac qui était avec un insigne gaulliste et nous en arrivons à parler de fascisme, de nazisme, ce qui est tout de même assez étonnant comme itinéraire, avec parfois des gens qui ont suivi cet itinéraire assez bizarre. Alors, je voudrais citer l'ouvrage de Jean-Marc Théolaire qui vient de paraître aux éditions Temps Actuels, Les néo-nazis. Jean-Marc Théolaire, j'aimerais que vous nous apportiez vous aussi votre témoignage. Vous avez fait une enquête assez approfondie, assez étrange, sur les complicités dont ces nouveaux néo-nazis trouvent dans le pouvoir, et parfois des complicités d'une police qui ne semble pas inquiète tellement de leurs activités. Oui, c'est-à-dire que la tendance, si vous voulez, actuellement, c'est, dès qu'on parle de néonazisme, c'est de dire, c'est de vous répondre, et on me l'a déjà dit d'ailleurs, on m'a dit, tiens, les néonazis, mais ça existe, etc. Oui, et je réponds que malheureusement, ça existe. Incontestablement, numériquement, ce n'est pas une force considérable. Il y a effectivement très peu de gens qui peuvent revendiquer, et même qui revendiquent, car quelques-uns le revendiquent, mais très peu. Mais enfin, il y en a quelques-uns qui effectivement le revendiquent, et là on retrouve, si vous voulez, le discours de la FAN, le discours de gens comme Frédriksen, comme les gens qui sont autour d'eux. Alors on constate deux choses. On constate d'abord que ces gens, a priori, sont relativement jeunes. C'est-à-dire que même un homme comme Frédriksen n'a pas connu le nazisme lui-même, n'a pas connu non plus l'occupation, enfin je pense pas, il doit avoir une quarantaine d'années, enfin 45 ans, etc. Et autour de lui, ce sont des gens encore plus jeunes. Alors, d'une part, on peut se demander, si vous voulez, ce qui les rattache, enfin, je veux dire, et ce qui leur fait, ce qui les amène, si vous voulez, à vouloir, en somme, relancer quelque chose que l'on croyait définitivement mort en 1945. Et sur ce sujet, je crois que ce qui est, quand on fouille un petit peu, c'est que l'on s'aperçoit qu'effectivement, eux, ils sont assez marginaux. Mais il y a un espèce d'héritage. Et si vous voyez la filiation, quand on regarde les textes et quand on regarde la manière, enfin, les références qu'ils peuvent donner les uns ou les autres, on retrouve à la fois des références, pas exactement à ce qui s'est passé avant la guerre, mais on trouve le trait d'union par le biais de ce qu'a été la collaboration chez nous entre 40, 41 et 44. Et là, ça, si vous voulez, c'est un discours qui me frappe. Et là-dessus, ils se rejoignent, si vous voulez. Ils se rejoignent car le discours aujourd'hui de gens comme Lafan est exactement celui d'hommes plus anciens, qui sont plus ou moins en retrait, qui sont plus ou moins sur la touche, qui ne se manifestent pas tellement, mais c'est exactement de dire finalement les positions qui ont pu être celles des Français collaborateurs et même éventuellement des nazis et d'Hitler lui-même, finalement c'était une opinion comme une autre. Ouais. Et on nous présente ça, Frédriksen d'ailleurs l'a dit carrément à son procès, l'a dit, mais finalement, moi, j'ai bien le droit de dire qu'après tout, chez Hitler, tout n'était pas mauvais, comme tout n'était pas mauvais chez Napoléon ou chez De Gaulle ou je ne sais plus qui. Enfin, il a cité un certain nombre de gens. Mais ce qui m'inquiète dans votre livre, c'est qu'en dehors de ces petits groupuscules dont je parlais tout à l'heure, c'est que vous citez aussi, vous, certains noms, et qui semblent être des membres de la droite libérale et qui, tout d'un coup, semblent avoir des liens avec ce néonazisme à travers la nouvelle droite, tout de même. Oui, non mais effectivement, et je crois que le discours actuellement, enfin dans cet extrémisme, si vous voulez, qui peut toucher, enfin, plus ou moins ouvertement
la nostalgie nazie, c'est qu'effectivement, ils sont actuellement, justement, ils ont été à une époque, au moment de se poser la question. Et si vous voulez, ce qu'ils cherchent, c'est à s'intégrer, en somme, dans un courant quelconque, à être présent quelque part. Et pour cela, évidemment, il y a eu une espèce de querelle, les uns continuant de se battre en disant il faut commencer par réhabiliter la collaboration, etc. Et les autres disant, vous savez, finalement, c'est peut-être pas le bon discours, parce que ça passe plus, etc., c'est terminé. Alors, essayons autre chose et présentons-nous autrement. Et notamment, je le cite d'ailleurs dans le livre, ce texte m'avait paru, enfin ces deux textes m'avaient paru fort intéressants. C'était un échange dans le bulletin de Maurice Bardèche, où précisément ces deux thèmes, ces deux thèses, si vous voulez, se trouvaient mises en présence. Alors, c'est quand même assez significatif. Alors là, effectivement, la nouvelle droite se garde bien de se rallier, si vous voulez, à des gens comme Lafane, bien sûr. Ça, elle ne le fera jamais. Mais si vous voulez, c'est un biais. Et d'autre part, on retrouve aussi, quand on regarde l'itinéraire de Jean Frédriksen, quand même, est passé par le Front National. Ouais. Ça a été un candidat de... Oui, pardon, le Cavalier. Il a été exclu du Front National. Il a été exclu, ainsi que Chrono et ainsi que Fassi. Et pour vous, oui, tous ces groupes néo-nazis... Mais ils y sont passés. Ils y sont passés. Et alors, ils en ont été exclus, mais plus ou moins, si vous voulez, on a un peu l'impression aussi que c'est parce qu'ils jugeaient que ces mouvements-là n'en faisaient pas assez. Enfin, en tout cas, je crois, le Cavalier, que vous n'êtes pas, vous refusez tout aspect néo-nazi. Absolument. Pour vous, il n'y a aucun rapport entre votre extrême droite et les néo-nazis. Et je dis que les néo-nazis, le spectre des néo-nazis sert beaucoup au gouvernement. Oui. Ah non, mais si vous voulez, il y a quelque chose qui est à dire très rapidement, et vous avez eu raison. Jean-Marc Théoler, un mot, oui. Et vous avez eu raison de découper votre émission comme vous l'avez fait, car effectivement, si vous voulez, historiquement, le SAC, avec son héritage gaulliste, incontestablement, ne peut pas être assimilé, si vous voulez, à quelque chose qui, au contraire, a été à l'origine, enfin, le gaullisme à l'origine, c'était l'anti-collaboration, c'était également l'antinazisme. Jean Sousson avait demandé, oui, et ensuite Gérard Longuet. Je voulais simplement dire que je partageais tout à fait l'analyse de M. Théoler. Je crois qu'il est intervenu au sein de l'extrême droite européenne une sorte de partage du travail, finalement. Vous avez, d'une part, un certain nombre de petits groupuscules, plus ou moins folkloriques, dont l'existence est un peu là, à mon avis, pour amuser la galerie et peut-être détourner l'attention, encore qu'ils soient capables quelquefois de se livrer à ce que M. Longuet a appelé tout à l'heure des actes répréhensibles, et répréhensibles ils le sont incontestablement. Et puis il y a ceux qui font le travail plus sérieux, il y a notamment la nouvelle droite, qui, étant étrangère finalement au jeu des forces politiques françaises, a besoin de s'insérer dans l'une d'elles, d'où les consignes de dissimulation préconisées par le bulletin intérieur de l'association Grèce, auquel faisait allusion Madeleine Reberiou tout à l'heure. Elles sont extrêmement significatives. Je me souviens de celle-ci, il faut donner la priorité à la suggestion sur l'affirmation. Il faut chasser les mauvaises habitudes, il faut censurer le vocabulaire. Et la nouvelle droite se caractérise finalement d'abord, plus que sur le fond, par une réforme du vocabulaire, une réforme du vocabulaire susceptible de lui permettre de pratiquer ce qu'elle préconise de manière délibérée, c'est-à-dire l'entrisme dans les appareils politiques. Et quand M. Longuet disait tout à l'heure à propos de M. Giscard d'Estaing que son libéralisme le tenait très éloigné de ce genre de mouvement, je n'en suis pas aussi sûr. M. Poniatowski a fait écrire un de ses livres. Voilà, M. Poniatowski a fait écrire son livre « L'avenir n'est écrit nulle part ». M. Poniatowski a fait écrire son livre « L'avenir n'est écrit nulle part » par M. Benoît et par M. Télène, membre du club de l'horloge. M. Malot, qui se veut libéral, puisque le titre de son livre est « La révolution libérale », a lui aussi fait écrire son livre par les gens du club de l'horloge, avec d'ailleurs à ce sujet cette anecdote assez amusante. Le livre de M. Malot a été commenté dans les colonnes du bulletin Élément, le bulletin de l'association Grèce, qui signale d'un côté que les véritables auteurs en sont les membres du club de l'horloge, et qui note par ailleurs que les thèmes de ce livre rejoignent de façon étonnante les préoccupations de l'association Grèce. Alors c'est cette censure du vocabulaire d'un côté, cet entrisme dans les appareils politiques de l'autre, tout ça correspond tout à fait à l'analyse de M. Théoler. Cette nouvelle droite a besoin de s'insérer dans les mouvements politiques, de s'insérer dans les forces politiques, et elle le fait par ces moyens-là. Bon, oui, Gérard Longuet, une réponse, assez brièvement, parce que vous savez que nous arrivons bientôt au terme de ce débat. Alors, le plus rapidement possible. Je crois que d'abord Théoler a raison de faire un livre sur le problème du néo-nazi, s'il pense que c'est important, et en tous les cas, de l'étudier. Question pratique, à votre avis, des néo-nazis
affichés comme tels, qui ont, je dirais, presque la carte ou l'uniforme, il y en a combien, à votre avis? En France, incontestablement... 5 000, 10 000, 500? Non, certainement pas 10 000. Certainement pas 10 000, mais 500? Le fond n'est alors, pas là. Oui, alors justement, Théolaire, c'est ce que je voulais vous dire. C'est ce que je voulais vous dire. Ce que je reproche, je crois que vous avez raison de faire cette étude, et il faut dénoncer les gens qui sont hostiles à tous nos principes sur lesquels est fondée notre société. Bon, vous avez raison. Mais là où je suis un petit peu plus inquiet, c'est le système du soupçon et de l'amalgame. C'est-à-dire qu'on passe de Frédériksen, dont le Cavelier nous dit qu'il est viré du Front National, à de Benoît, au élément, à Grèce, à Pognat, et finalement, on essaye, apparemment, et Giscard d'Estaing, naturellement. Je m'en garde bien. Mais oui, non, mais c'est quand même ce que Maître Souchon nous explique à l'instant, c'est la théorie de l'amalgame. C'est un petit peu ce que faisaient, toutes choses étant égales par ailleurs, les communistes dans les années 47, où ils voyaient des flics partout, des titistes partout, des trotskistes partout, et ça vraiment, je crois qu'autant il faut effectivement lutter contre le nazisme. Moi je veux dire, très franchement, en tant que Français, savoir qu'il y a des Français nazis, ça me gêne. Ça me gêne parce que mon pays a trop souffert de l'Allemagne et du nazisme, comme d'ailleurs les êtres humains en général. Mais ce qui me gêne aussi, c'est qu'à partir de gens qui sont effectivement condamnables, on fasse l'amalgame et qu'on fasse planer un soupçon sur toute une école, fût-elle nouvelle. Alors moi j'aurais aimé que de Benoît, je ne fais pas partie de Nouvelle École, et je suis catholique si vous voulez, croyant et pratiquant de tradition. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas à Nouvelle École. Mais j'aurais préféré que ce fût de Benoît lui-même qui réponde à votre interrogation. Non mais Monsieur Longuet, je regrette aussi que M. de Benoît ne soit pas là ce soir, mais il ne s'agit pas du tout d'amalgame. J'ai presque envie de vous dire une chose. J'insiste sur un point. J'insiste sur un point. Sur le fait, je reprenais l'analyse de M. Théolaire, qui me semblait exact en ceci. Des courants comme le courant de l'association Grèce, de la revue Nouvelle École et de ses différents satellites, Club de l'Horloge et autres, pratiquent l'entrisme au sein des appareils politiques. Et en disant cela, je distingue bien ces forces d'entrisme et les appareils qui font l'objet de cet entrisme. Il ne s'agit donc pas de faire l'amalgame. Il s'agit simplement de constater ce qui se passe. Juste un mot. Dire que ces gens n'ont rien à voir avec le nazisme, c'est quand même aller un peu loin. Je prends deux citations extrêmement rapides de Nouvelle École. C'est une première lettre adressée à Nouvelle École. Vous avez réalisé là une grande contribution au rapprochement intellectuel de nos peuples, allemands et français. De tels efforts en faveur d'une connaissance mutuelle ne seront jamais placés assez haut. C'est signé par Hans Reiner. Personne en France ne sait plus qui est. C'est Andrés Reiner. Moi, je le sais pour des raisons professionnelles. Oui. Et je peux vous donner ses titres. Il était dirigeant du Reichsbund für Deutsche Vorgeschichte, de l'association nazie pour l'archéologie. Il était responsable de la section de conseil auprès de Rosenberg. Dans le même numéro, on trouve une autre lettre de M. Herbert Jankuhn. Le drame de l'Allemagne, c'est qu'il y avait peut-être avant la guerre 40 ou je sais pas, 60 millions de nazis. Excusez-moi, monsieur, quand Nouvelle École publie... Il était professeur d'archéologie. Quand Nouvelle École publie une lettre de Herbert Jankuhn, qui était Obersturmbannführer SS, le grade même de Eichmann, membre du bureau personnel de Himmler, qui accompagne Himmler, il y a des photos, des dizaines de photos où on voit Jankuhn et Himmler. Bizarrement, il n'a pas été épuré d'ailleurs, à la différence de son collègue Reinert. Quand on publie cela, on ne peut pas dire après qu'on vous fait un procès d'intention quand on vous accuse d'avoir des racines idéologiques nazies. Et quand M. Poniatowski, que vous connaissez fort bien, va demander à ces gens-là de leur écrire un livre, je trouve que M. Poniatowski fait bon marché de son libéralisme. J'en suis désolé pour lui, mais enfin... Jean-Marc Théolaire, oui. Je crois que c'est vraiment l'amalgame. Je crois que vous ne pouvez pas, dire ça. Je vous donne un exemple. Attendez. Il y avait au cabinet de Michel Poniatowski un de mes amis, je tairai son nom, qui était normalien et membre du Club de l'Horloge. C'était un catholique pratiquant. Comment voulez-vous que ce garçon, puisque vous l'êtes, puisse accepter justement cette orientation païenne qui est implicite du nazisme? Vous faites l'amalgame, vous partez du principe qu'un monsieur a écrit une lettre et vous considérez que tous ceux qui ont lu la lettre dans laquelle le journal a été publié sont eux aussi des nazis. C'est la théorie de l'amalgame et c'est avec ce système qu'on engage un processus de type totalitaire. Je suis désolé de vous le dire, je le crains. Monsieur Longuet. Jean-Marc Théolaire, oui. Je croyais que nous avions insisté sur un point, c'est le fait que la nouvelle droite s'avance masquée, précisément. Mais oui, attendez. Jean-Marc Théolaire aussi. À partir de cela, il faut que tout le monde retire son masque. Tout le monde a un masque.